Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Vendredi Vintage, la première de 2023. Oui, je sais, l'année 2023 est entamée depuis un moment déjà, mais que voulez-vous, j'avais besoin de prendre mon temps. Pour commencer l'année en douceur, je vous propose de plonger ou de replonger dans le film Blanche-Neige version Disney, mais d'abord, générique. On a souvent tendance à dire que les premières princesses Disney sont des princesses passives. Elles attendent d'être sauvées sans avoir tenté de se sauver elles-mêmes. Elles tombent facilement amoureuses et ne se posent pas plus de questions sur le prince charmant du moment qu'il est charmant. Elles sont pleurnichardes, etc., etc. Mais, depuis un certain temps, on essaie de nuancer cette image de princesse passive, notamment à travers le personnage de Cendrillon. Combien de fois avez-vous entendu le fait que Cendrillon ne cherchait pas forcément le prince charmant, qu'elle souhaitait uniquement s'enjailler, se déhancher sur des sons bien doux, bien croustillants, bien savourés au bal organisé par le prince. Elle souhaitait s'amuser, se défaire le temps d'une soirée de son image de souillon, mettre de côté les abus que lui fait subir sa famille et profiter comme les autres jeunes filles du bal. En gros, aller au bal permet à Cendrillon de souffler et d'oublier pendant quelques heures son quotidien difficile. Par conséquent, ces nouvelles analyses du personnage de Cendrillon, version Disney, montrent qu'elle n'est pas forcément aussi passive qu'on pensait. Désormais, on accorde à Cendrillon plus de profondeur et de caractère. Par exemple, en insistant sur le fait que Cendrillon ne cherchait pas forcément le prince charmant, mais qu'elle voulait surtout s'amuser, on montre qu'elle n'est pas une princesse obnubilée par l'amour, par la recherche du prince charmant, le fait de se marier ou d'avoir des enfants. Non, ce qu'elle cherchait, c'était quelques heures de repos. À l'heure où la santé mentale et l'importance de sa préservation prend de plus en plus de place dans le discours public, on se rend compte que d'aller au bal, c'est tout simplement important pour la santé mentale de Cendrillon. De plus, ces nouvelles analyses permettent de mettre en avant des qualités, des valeurs qui n'apparaissent plus aussi facilement chez les nouvelles princesses Disney, telles que la gentillesse, la douceur, le fait de prendre soin de quelque chose ou de quelqu'un. Si vous souhaitez une plus grande analyse du personnage de Cendrillon et que vous comprenez bien l'anglais, je vous conseille la vidéo de The Take. Je sais plus exactement c'est quoi le titre, mais je vous le mettrai à l'écran parce que c'est vraiment hyper intéressant et ça permet justement de voir le personnage de Cendrillon autrement. Mais bon, on n'est pas là pour parler de Cendrillon en fait. Si vous avez lu le titre, vous savez qu'on est là pour parler du OG, de la princesse qui a tout démarré. J'ai nommé la princesse Sa Majesté Blanche-Neige. Du coup, ma question c'est, est-ce qu'on peut dire la même chose de Blanche-Neige? Est-ce qu'on peut également dire que Blanche-Neige n'est pas aussi passive qu'il n'y paraît? Without further ado, let's dive into it. Vous le savez certainement, mais je souhaite quand même faire un petit rappel de Blanche-Neige et son histoire telle qu'adaptée par les studios Disney. 1937, l'année où réellement la magie Disney a commencé. Qui aurait pu croire que ce long métrage d'animation aurait propulsé Walt Disney dans les hautes sphères d'Hollywood? C'est un projet qui a coûté énormément d'argent à Walt Disney alors que le studio n'était pas dans un état financier hyper stable. Mais Monsieur Disney persiste et fin décembre de l'année 1937, le film Blanche-Neige sort en salle. Et évidemment, vous le savez, c'est un succès. Et pour davantage ancrer son succès, en 1939, le film reçoit un Oscar d'honneur assez original puisqu'il est constitué de 8 statuettes, une de taille normale et les 7 autres plus petites, ce qui fait référence au personnage du film. Et le film, justement, ça parle de quoi? Si vous connaissez déjà l'histoire en détail et que vous voulez pas réécouter le résumé, allez à cette minute-là. Et on va directement passer à l'analyse à ce moment-là, quoi. Mais pour les autres, Blanche-Neige est une jeune princesse qui habite avec sa belle-mère, la méchante reine. Cette dernière est obsédée par la beauté. Chaque jour, elle demande à son miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure. Cette réplique, j'ai dû la revérifier parce que dans ma tête, la méchante reine demandait au miroir, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Et non pas miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure. Du coup, est-ce que la réplique miroir, mon beau miroir existe quelque part? Parce que du coup, elle n'est pas dans le film, so where does it come from? Anyways, du moment que le miroir magique répond à la reine « T'inquiète, c'est toi la plus belle, il n'y en a pas deux comme toi », Blanche-Neige est en sécurité. Parce que oui, on n'appelle pas la méchante reine méchante pour rien. Tout d'abord, elle ne supporte pas Blanche-Neige. Elle lui force à faire les tâches ménagères les plus pénibles. Elle l'habille en haillons et tout ça parce qu'elle se sent menacée par sa beauté. Alors que bon, Blanche-Neige, c'est quand même la princesse, t'as vu? Et Blanche-Neige, justement, elle est décrite comme ayant des lèvres très rouges comme le rubis, des cheveux très noirs qui font ressortir sa peau très blanche comme la neige. Blanche-Neige, t'as capté. Mais évidemment, vient le jour où c'est Blanche-Neige qui est désignée comme étant la plus belle. Et le miroir, au lieu de simplement dire « Ouais, maintenant c'est Blanche-Neige la plus belle », il commence à saucer Blanche-Neige d'une manière alors que personne ne lui a rien demandé en fait. Une jeune fille en loques, dont les haillons ne peuvent dissimuler la grâce, est hélas encore plus belle que toi. Le gars, au lieu de donner les faits de façon simple et claire, il commence à détailler à quel point la beauté de Blanche-Neige, habillée en haillons, habillée en guenilles, habillée en loques, dépasse celle de la reine. Tu m'étonnes qu'elle ait attrapé en somme, frère.
Donc la reine attrape un seum et leur donne à un garde d'amener Blanche-Neige dans la forêt et de la dead. Il ne suffit pas que le garde dise à la reine « c'est bon, je l'ai tué, t'inquiète ». Non, la reine demande comme preuve le cœur de Blanche-Neige. Donc ouais, vous commencez à comprendre pourquoi on l'appelle méchante reine. Et d'ailleurs, le terme méchante n'est pas assez fort. Dans la version originale, on l'appelle Evil Queen. Evil, comme devil, les diables. Bon, méchant, evil, c'est bon. On a atténué la version francophone. Anyways, le garde souhaite dans un premier temps obéir à la reine. Donc il amène Blanche-Neige à l'orée de la forêt, mais au dernier moment, il refuse. Il est incapable de tuer un être qu'il considère si innocent et presse Blanche-Neige à fuir et à ne jamais revenir. Prise de panique, la jeune fille s'enfuit dans la forêt et après une grande frayeur et crise d'angoisse, elle tombe sur la maison des 7 nains. Maintenant, je vais vous la faire un peu courte. La méchante reine se rend compte que Blanche-Neige est toujours en vie. Enragée, elle décide de la tuer avec une pomme empoisonnée qu'elle va lui apporter elle-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Afin que Blanche-Neige ne la reconnaisse pas, elle décide de se transformer en une très vieille dame. Blanche-Neige mange la pomme, les 7 nains arrivent trop tard pour la sauver, mais un jour débarque un prince charmant qui, grâce au baiser d'amour véritable, parvient à réveiller Blanche-Neige de son sommeil éternel. Blanche-Neige et le prince vécurent heureux. Fin. En résumant l'histoire, et même si vous connaissez l'histoire en détail, il semblerait que Blanche-Neige soit un peu une ombre dans son propre film et qu'elle ne présente pas vraiment des éléments qui puissent lui accorder la même profondeur qu'on a accordé à Cendrillon. Et d'ailleurs, énormément d'articles ou d'études du film vont dans ce sens-là. Ils définissent Blanche-Neige comme étant passive, ne cherchant pas à se sauver de la cruauté de sa belle-mère, etc., etc. Mais conclure de cette manière, ce serait négliger les actions de Blanche-Neige. Des actions qui peut-être ne lui accordent pas la même profondeur que Cendrillon, ni font d'elle une princesse totalement badass à la Moulane, mais font de Blanche-Neige une princesse plus active que ce que l'on pourrait croire. Premièrement, on constate qu'entre Blanche-Neige et la méchante reine, il n'y a pas vraiment d'interaction. La seule fois où on les voit se parler l'une à l'autre, c'est lorsque la méchante reine, transformée en vieille dame, donne la pomme empoisonnée à Blanche-Neige. Pour moi, ce manque d'interaction entre la reine et Blanche-Neige me fait dire que tant que Blanche-Neige accomplit ce qu'on lui demande de faire, nettoie le château, s'habille de façon peu flatteuse et bien sûr n'est pas désignée par le miroir magique comme étant la plus belle, eh bien, elle est tranquille. Si on compare, ce n'est pas du tout le cas de Cendrillon. Sa marâtre et ses belles-sœurs sont constamment sur son dos. Par exemple, il aurait été impensable qu'un prince vienne faire la sérénade à Cendrillon sous les yeux cruels de sa marâtre, contrairement à ce qu'on peut voir dans cette séquence de Blanche-Neige. Cette séquence me fait dire que si Blanche-Neige ne s'est pas rebellée comme lui reprochent certains articles, eh bien c'est qu'elle n'en avait pas forcément les raisons ou l'envie. On dirait que Blanche-Neige elle est assez libre dans ses mouvements. La méchante reine voit qu'ils sont en train de flirter. Elle fait rien du tout, tu vois. Le seul moment où elle agit, c'est lorsque le miroir magique désigne Blanche-Neige comme étant la plus belle. À ce moment-là, la méchante reine prend des mesures drastiques. Mais avant ça, on peut peut-être en conclure que Blanche-Neige mène une vie... je ne dirais pas paisible, mais vas-y, c'est chill, quoi. Tu vois, on est là, on habite dans un château, on est nourri, on est bien, you know what I'm saying? Donc oui, comme je le disais, la méchante reine lui prive de son titre de princesse, mais j'ai l'impression que ce n'est pas constant. Ce que je veux dire par là, c'est que la méchante reine permet à Blanche-Neige d'incarner de temps en temps son rôle de princesse. Je dis ça parce qu'au moment où elle va cueillir des fleurs avec le garde, elle est vêtue de sa robe iconique. On est loin des haillons et des guenilles, là. Donc certes, la méchante reine est cruelle, mais pourquoi est-ce qu'elle aurait permis un seul instant que Blanche-Neige paraisse plus belle qu'elle en portant une vraie robe de princesse? Ce détail me fait dire que de temps en temps, dans le quotidien de Blanche-Neige, la reine lui permettait de jouer à la princesse, de se vêtir le temps d'un instant de façon élégante et princière. En prenant sa liberté en compte et la possibilité que la méchante reine n'était pas forcément méchante tous les jours, Blanche-Neige n'a pas vraiment de raison de se rebeller, surtout que c'est une fille simple qui a l'air d'aimer les choses simples de la vie. Du moment qu'elle est tranquille et qu'elle peut vaquer à ses occupations, j'ai l'impression qu'elle s'en fiche un peu de sa belle-mère. Il est vrai qu'il est facile d'associer Blanche-Neige à la princesse passive, pleurnicharde et soumise à son destin. Surtout lorsqu'on observe qu'elle décide de fuir non pas par sa propre initiative, mais parce que le garde le lui ordonne. Alors oui, dans la forêt, elle s'effondre et se met à pleurer, mais les gars, elle vient d'échapper à une tentative de meurtre en fait. Donc ouais, désolé si Blanche-Neige prend le temps de récupérer pendant quelques instants dans la forêt, si elle peut paraître faible, c'est totalement justifié en fait. De plus, Blanche-Neige travaille dur pour obtenir un foyer et redevenir maîtresse de son destin. Lorsqu'elle tombe sur la maison désordonnée, poussiéreuse et sale des 7 nains, elle se dit pas « Oh, j'espère qu'ils seront assez gentils pour me garder ». Non, elle se dit « Hey, on va nettoyer cette maison et peut-être seront-ils si satisfaits de mon travail qu'ils me feront rester ». En pensant et en agissant de cette manière, Blanche-Neige montre qu'elle connaît très bien le monde dans lequel elle vit. Dans ce monde, c'est donnant-donnant, il n'y a rien qui est Ophélie, comme dirait un certain Kalash criminel.
Par conséquent, cette attitude vient un peu contrefaire cette image qu'on se fait d'elle de fille toute innocente qui est née hier et n'a aucune connaissance du monde en dehors de son château. Certes, en restant chez les 7 nains, elle effectue des travaux ménagers et perpétue cette image de la bonne ménagère, de la femme de maison, etc. Mais qu'est-ce qu'elle allait faire d'autre en fait? Elle ne sait pas se battre, elle n'a pas de super pouvoir ni de marraine la bonne fée. Donc ouais, elle met en application ses compétences. Sa seule façon de survivre dans ce nouvel environnement, c'est de mettre en pratique les choses qu'elle connaît. Donc oui, la vaisselle, le ménage, la cuisine, etc. Et c'est un travail en fait. Il y a quoi de passif dans cette attitude? En 2023, il serait temps de valoriser Blanche-Neige parce qu'en soi, elle effectue le même travail qu'une femme ou qu'une mère au foyer. Et à notre époque, le discours de la femme ou de la mère au foyer a un peu changé. On sait désormais à quel point ce travail, parce que c'en est un, est difficile. Bro, petite anecdote, il y a quelques mois, je suis allée vivre chez ma sœur et ma sœur, elle a 5 gosses, tu vois, et elle avait commencé le travail et les enfants avaient commencé l'école. Du coup, vu que moi que j'étais là, je faisais un peu mes études à distance et tout, t'inquiète, je vais être ta femme au foyer, je vais m'occuper des enfants, faire le ménage, etc. Bro, c'est difficile. C'est pas quand les gosses ils rentrent de l'école à midi, ils ont faim, il faut que la nourriture soit prête. Imagine, ils ont mangé toute la casserole de ce que tu avais préparé à midi, il faut que tu repenses à un repas pour le soir, il faut que tu fasses le ménage à côté, il faut que tu fasses les courses à côté. Et tu dois être multitâche. C'est un travail incroyable, c'est un travail de ouf. Oh non, la vérité, ce travail est dur. Ce travail, il n'est pas dur, il est dur. Il est vraiment dur. Bref, tout ça pour dire que c'est un travail à 100%. Et je suis consciente que là, j'observe Blanche-Neige avec mes yeux de femme de 2023. Mais tout de même, j'estime que l'image qu'on a de Blanche-Neige doit évoluer. De la même façon que l'image qu'on a des mères et des femmes au foyer a évolué. Après avoir dit tout ça, on ne peut pas considérer Blanche-Neige comme étant passive. Et d'ailleurs, quelles seraient les attitudes qui feraient que Blanche-Neige ne soit pas considérée comme passive? On lui reproche de ne pas se rebeller, de ne pas être forte, de ne pas être indépendante, etc. etc. L'attitude qu'on lui reproche de ne pas avoir est une attitude qu'on peut catégoriser comme traditionnellement masculine, comme la force, la compétitivité, le goût pour l'aventure, le fait justement de se rebeller et d'être hyper frontale dans ses propos. Blanche-Neige, elle n'est pas comme ça. Comparée aux autres princesses Disney qui savent se battre, qui font entendre leur voix, etc., etc., des attitudes comme la douceur, la gentillesse ou encore le fait de prendre soin de quelqu'un ou de quelque chose sont perçues comme étant passifs. Et je le comprends, hein, avec les nouvelles princesses Disney, on cherche à montrer que les filles peuvent être aventurières comme les garçons, se montrer fortes autant physiquement que mentalement, qu'elles sont compétitives, etc. Mais cette valorisation des valeurs masculines chez les femmes, eh bien, j'ai l'impression que c'est un peu fait au détriment des valeurs traditionnellement féminines. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression qu'on regarde de haut les attitudes comme la douceur, le fait de prendre soin de quelque chose ou de quelqu'un, la gentillesse, le fait, voilà, de rêver, de penser à l'amour, enfin, tous ces sentiments qu'on a attribués aux premières princesses Disney, j'ai l'impression qu'elles sont moins présentes chez les nouvelles princesses Disney, justement parce qu'on considère ces valeurs comme étant passives, nulles. C'est d'autant plus vrai puisque les princesses de l'âge d'or Disney, donc Blanche-Neige, Cendrillon ou Aurore, sont les 3 considérées comme passives et les 3 présentent de fortes valeurs et attitudes associées traditionnellement au féminin. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait? Que dans l'imaginaire collectif, une attitude douce et gentille est associée au passif et donc est connotée négativement? Ça ne fait aucun sens en fait. Et dernier élément qui, j'espère, pourra vous convaincre que Blanche-Neige n'est pas passive, eh bien c'est que Blanche-Neige, elle arrive à se faire des amis en fait. Alors oui, elle est jolie, délicate, la quintessence physique d'une princesse Disney, mais elle est aussi drôle, elle taquine, elle danse, elle chante, genre comment quelqu'un de passif peut se faire des amis, frère? De plus, dans le film Blanche-Neige, il n'y a pas énormément de dialogue. Mais là, j'ai en tête une scène où c'est vraiment zéro dialogue et on voit juste Blanche-Neige et les 7 nains s'enjailler sur la musique. Et donc, on peut se poser la question, à quoi sert cette scène? Si ce n'est pour montrer que plus qu'une princesse, Blanche-Neige est une personne qui aime s'amuser et qui a su se reconstruire malgré la tentative de meurtre de sa belle-mère. Trouve-moi la passivité dans cette attitude, mon gars. Un autre élément intéressant qu'a soulevé une autre vidéo YouTube parlant de Blanche-Neige et que je souhaite vous partager ici, c'est que Blanche-Neige parle rarement du prince charmant. Oui, ils se croisent au début du film quand elle fait le ménage et c'est le coup de foudre. Cependant, la seule fois où elle le mentionne, c'est lorsque les nains lui posent la question de si elle a un boug. Ainsi, on remarque que pour Blanche-Neige, tout comme pour Cendrillon, l'amour véritable est une notion plaisante et elle aimerait certainement le vivre, mais ce n'est pas sa priorité dans le film, bien au contraire. Le prince charmant, c'est la cerise sur le gâteau, la récompense pour le travail bien accompli, pour s'être comportée en une bonne personne malgré les difficultés qu'elle a connues. L'histoire de Blanche-Neige ne tourne pas autour de l'amour, contrairement à l'histoire des princesses Disney de la Renaissance comme Belle ou Ariel. Ici, on veut voir le bien triompher sur le mal et le mal être anéanti de façon terrible. C'est ce qu'on appelle la justice poétique. En ayant dit tout ça,
Est-ce que vous pensez encore que Blanche-Neige est passive? Je suis consciente que c'est un produit de son temps et qu'elle met en avant les valeurs de l'Amérique des années 40, comme la figure de la bonne ménagère par exemple. Mais j'estime que Blanche-Neige n'est pas si passive que ça. Alors oui, ce n'est pas Mulan ni même Mérida, mais à partir de maintenant, ce serait bien d'observer Blanche-Neige avec la nuance qu'elle mérite. En 2024, Disney a prévu de sortir un live-action de Blanche-Neige, la toute première princesse Disney enfin adaptée en prise réelle. Et là, je compte pas les autres versions avec Kristen Stewart et Lily Collins, parce que ce sont des films qui n'ont pas été produits par les studios Disney, du coup je les compte pas, tu vois, t'as capté. J'espère qu'ils ne se débarrasseront pas de la gentillesse et de la douceur de la princesse. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est justement le développement de la relation entre le prince charmant et Blanche-Neige, parce que on l'appelle le prince charmant, genre le gars n'a littéralement aucun nom. Donc j'aimerais voir en fait comment leur relation évolue, s'ils ont une relation, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir dans le live action. Un truc intéressant à voir aussi, c'est la relation entre la méchante reine et Blanche-Neige. Je vous ai dit que dans le film original, il n'y a presque pas d'interaction entre ces deux personnages. J'espère que le live action va y remédier. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et de voir comment ils vont réussir en fait à développer cette princesse désormais âgée de plus de 80 ans. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des commentaires. Franchement, j'ai vraiment envie qu'on fasse grandir cette chaîne. Donc n'hésitez pas, commentez, abonnez-vous, partagez et likez aussi surtout. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!